la méthode Trump, c'est de secouer le cocotier, d'accord? Ouais. C'est de secouer le cocotier, d'appliquer beaucoup de pression sur tous les belligérants, sur toutes les parties, pour avoir le deal qu'il veut. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Myriam Shermer. Myriam, bonjour, Boker Tov. Bon, Kartov, Daniel. Alors inutile de vous présenter, mais on va le faire quand même. Vous êtes politologue, analyste politique, vous êtes écrivain, vous avez publié bien entendu cet ouvrage sur la Knesset qui devient de plus en plus actuel, bien entendu à l'approche des élections. Avec vous, je voudrais que on le voit bien. Et on va parler aussi de la soirée à laquelle vous allez participer ce soir ici dans les studios, dans les locaux de Kalita. On va y revenir, mais avant tout, je voudrais tout de même avoir votre réaction à l'information dominante, même si l'information la plus triste, c'est celle de l'annonce de la mort d'un officier de Tzahal, le docteur Sylvester. Mais je voudrais avoir votre réaction à ces développements dans les relations entre Israël et les États-Unis, entre Benjamin Netanyahu et Donald Trump. Donald Trump aurait passé un savon à Benjamin Netanyahou. Qu'est-ce que vous en dites ? C'est finalement un retour de manivelle auquel il fallait d'une certaine manière peut-être s'attendre ? Oui, alors évidemment, c'est pas la première fois, hein, vous savez, Oui. l'année dernière, avant l'accord de libération des otages à Gaza, il y avait aussi eu apparemment une conversation tendue. Je pense qu'on a tous conscience que c'est dans le caractère de Donald Trump de s'agacer à certains moments quand il n'obtient pas ce qu'il veut. Effectivement, il y a des fossés importants, je pense, entre la position israélienne qui est de dire la question sur le front libanais n'est pas du tout réglée. On vient de le voir, on continue de perdre constamment des Israéliens en raison du Hezbollah. Et les Américains qui, eux, sont dans une logique d'avancer, de progresser. Vous savez que depuis le début, je pense que ce que tout le monde ne comprend pas, c'est qu'est-ce que Donald Trump est allé faire dans l'histoire iranienne. Et c'est notamment faire avancer les intérêts géostratégiques américains dans la région, c'est-à-dire imposer davantage d'accords du type accord d'Abraham, augmenter les occasions commerciales pour les États-Unis, faire avancer les intérêts géostratégiques des États-Unis. Or, pour ça, il y a besoin d'avancer. Et Donald Trump veut élargir les accords d'Abraham, créer éventuellement un accord de normalisation avec le Liban, même si ce n'est pas encore dans les cordes, mais quelque chose qui fasse progresser les relations pour faire progresser les intérêts économiques des États-Unis. Et pour l'instant, il a l'impression que Benjamin Netanyahou l'empêche d'accomplir son plan. D'où les tensions dont nous entendons parler ce matin. Alors que c'est pas obligatoirement seulement Benjamin Netanyahou qui l'empêche d'accomplir son plan. Je veux dire, Donald Trump veut faire rentrer par exemple les Émirats, pas les Émirats, mais l'Arabie Saoudite ou le Qatar ou le Koweït dans les accords d'Abraham, mais tous ces pays ne veulent pas. On a même le sentiment, il y a des informations sur lesquelles ils sont en train de créer une sorte d'axe alternatif avec la Turquie, avec le Pakistan. Donc, c'est dire pourquoi Donald Trump s'énerve en particulier sur c'est une proie facile, on va dire, Netanyahou. C'est la méthode Trump, Daniel. La méthode Trump, c'est de secouer le cocotier, d'accord ? Ouais. C'est de secouer le cocotier, d'appliquer beaucoup de pression sur tous les belligérants, sur toutes les parties, pour avoir le deal qu'il veut. Vous savez, le fait qu'on nous parle, il faut toujours comprendre que le fait qu'on fuite ce genre d'informations, Oui. du style Donald Trump a été très fâché contre Netanyahou et lui a même dit que sans lui, il serait en prison. C'est ça, hein, la terminologie du message. C'est fait exprès. C'est pour montrer que Donald Trump applique une pression énorme sur Benjamin Netanyahou. Est-ce que c'est destiné à des oreilles arabes, justement, dans la région ? Est-ce que c'est pour montrer que Washington n'est pas constamment aligné sur les intérêts de Jérusalem, mais qu'il a à cœur, effectivement, d'accompagner les autres intérêts de ses alliés ? C'est toujours la méthode Trump. Secouer le cocotier et voir ce qui tombe. Bon, on va voir si Netanyahou va tomber, effectivement, parce que c'est important et ça nous conduit justement à la question que je voudrais vous poser sur le plan intérieur, cette fois au niveau de la politique et de la Knesset. La Knesset est en train de vivre ces derniers jours. Et les élections auront probablement lieu entre le mois de septembre et le mois d'octobre. Il n'y a plus d'autres options. Finalement, au bout du compte, on voit que Benjamin Netanyahou se présente à la veille de cette campagne électorale dans une situation qui est, on va dire, relativement périlleuse. Il est critiqué pas seulement par l'opposition, mais par, on va dire, ses partenaires traditionnels de la coalition et même à l'intérieur du Likoud. Oui, c'est ça, il est en mauvaise posture, Daniel. C'est-à-dire qu'on a vu dans le sondage de la 12, par exemple, la semaine dernière, que le Likoud perd 2 mandats.
Effectivement, je pense que l'électorat de Netanyahou est déçu, à la fois parce que la guerre des 40 jours, pour l'instant, n'a pas accouché d'un résultat concret, probant, facile. Ah, un petit souci Oui, technique. on avait un petit problème. Qui est facile à montrer du doigt, si vous voulez. Les Israéliens ont énormément sacrifié pour cette guerre et pour l'instant, ils ne voient pas de résultats concrets. Le régime à Téhéran n'est pas tombé, la menace du Hezbollah est plus que jamais présente dans le nord. Donc en réalité, qu'est-ce qui est réglé aujourd'hui? Les yeux se tournent vers Benjamin Netanyahou et disent où sont les résultats? Donc il a un problème à la fois sur le plan sécuritaire. Et puis aussi, il y a évidemment le serpent de mer qui est l'enrôlement des orthodoxes, qui n'est toujours pas réglé. Les orthodoxes sont fâchés contre lui. L'électorat traditionnaliste considère que finalement tout ça n'est pas réglé et qu'il n'y a pas beaucoup de nouvelles recrues orthodoxes qui sont venues grossir les rangs de Tsahal. Les réservistes sont épuisés. Donc oui, on est dans un moment un petit peu de battement pour Netanyahou et c'est aussi pour ça qu'il continue de se battre pour éloigner la date électorale le plus possible. Alors maintenant, on a une fourchette, hein. Ce sera entre le 8 septembre et le 20 octobre, Daniel. Le 8 septembre, spoiler alerte, ça n'aura pas lieu parce que c'est vraiment très très proche des fêtes juives de Rosh Hashanah. Donc je pense qu'on sera soit le 15, soit si Netanyahou arrive à obtenir ce qu'il veut, le 20 octobre. Ça lui laisse encore un peu de répit, presque entre 4 et 5 mois de travail encore. Et je pense qu'il espère bien entendu obtenir un meilleur résultat. Peut-être aussi ce qu'on voit avec Donald Trump, c'est-à-dire une séquence diplomatique forte, une entrée d'un pays important de la région dans les accords d'Abraham, quelque chose qui permette aux Israéliens de se dire tous ces sacrifices n'auront pas été en vain. Alors ça c'est pour ce qui est de la dissolution du Parlement, mais avant d'être dissoute, la Knesset a voté hier en première lecture cette fameuse loi qui est en fait une loi qui faisait partie de la réforme judiciaire de Yariv Levin sur, on va dire, la séparation des prérogatives du conseiller juridique du gouvernement. Alors cette loi elle a été votée en première lecture avec 65 députés, 47 contre. C'est une loi en fait qui on va dire, qui planait sur la Knesset depuis de nombreuses années finalement. Y compris au sein de l'opposition, on reconnaît qu'il y a une problématique, et la problématique, on l'a vu même à travers l'attitude de la conseillère juridique du gouvernement dans l'affaire Robin Goffman. Il faut essayer de remédier à cette situation, n'est-ce pas? C'est-à-dire à ce trop plein de pouvoir de la conseillère juridique du gouvernement, qui est à la fois censée être conseillère du gouvernement et à la fois général. Personnellement, je considère que ça fait partie des réformes qui seraient bénéfiques pour Israël. Alors, je ne sais pas si ce gouvernement-là va réussir à faire passer la loi jusqu'au bout, mais effectivement, pour expliquer à nos auditeurs ce que c'est, donc c'est en réalité que la conseillère juridique reste une conseillère et ne soit pas, si vous voulez, en France, on appelle ça la procureure de la République, d'accord, le procureur général, celle qui décide, il ou elle d'ailleurs, décide d'inculper des membres du gouvernement, que ce soit des députés ou des ministres ou un premier ministre. C'est-à-dire vraiment recréer une situation où le ou la conseillère est en réalité dans un rôle de conseil qui soit vraiment l'avocat du gouvernement, c'est-à-dire accompagne les démarches législatives du gouvernement, que ce soit à la fois sur les textes de loi ou défendre le gouvernement face aux différentes instances, dont la Cour suprême. Donc être dans un rôle de conseil davantage que dans un rôle, si vous voulez, un petit peu menaçant, puisque quand on est procureur général, on a du pouvoir contre les élus, créer une plus grande séparation entre ces deux rôles-là, qui je pense sera tout à fait bénéfique pour le travail du gouvernement, parce que faut bien comprendre que les conseillers juridiques, ils sont importants. Quand ils accompagnent une législation, c'est très important de le faire de façon à ce que ça colle le plus près au texte de loi et que ça passe les différentes instances, dont la Cour suprême. Ce qu'il faut, c'est apaiser les relations entre le gouvernement et le ou la conseillère et créer une situation où tout le monde est en confiance et où il n'y a pas, si vous voulez, de conflit d'intérêts, où le ou la conseillère n'est pas dans une situation où elle doit constamment ménager la chèvre le chou, finalement, être dans deux rôles totalement différents, c'est une bonne chose. Encore une fois, est-ce que c'est possible de faire passer cette réforme, qui est une réforme importante, de la faire voter en 3 instances actuellement dans cette Knesset-là, où il y a de moins en moins de majorité et où les orthodoxes ne se priveront pas finalement d'exprimer leur opposition et leur mécontentement? J'ai du mal à imaginer que le texte passera, mais à ne pas douter, c'est quelque chose qui doit passer. Si ce n'est pas dans cette Knesset-là, ce sera la Knesset. Ouais, et puis il faut souligner qu'il y a dans cette loi une clause qui est importante, qui est de dire que finalement, le conseiller juridique du gouvernement sera nommé
par le nouveau gouvernement lorsqu'il aura pris ses fonctions et qu'il démissionnera lorsque ce gouvernement démissionnera. C'est important, ça évitera, on va dire, les conflits d'intérêts, les conflits internes entre le gouvernement et la fonction de conseiller juridique du gouvernement. Alors Myriam, on va terminer cet entretien avec, d'une certaine manière, ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, puisque ce soir, vous serez ici à Jérusalem, dans les locaux de Kalita, pour participer à un débat avec notre ami Dror Even-Sapir sur un sujet qui est toujours d'actualité, mais justement, je vais vous poser la question, est-ce que c'est toujours d'actualité de parler du débat entre séfarades et ashkénazes dans la réalité israélienne? J'y pense aujourd'hui parce que hier soir, je voyais Avishai Ben Chaim, le docteur Avishai Ben Chaim, qui est, on va dire, le porte-drapeau, on va dire, de ce que l'on appelle le second Israël, rejoindre les rangs des patriotimes sur la chaîne 14. Eh bien, est-ce que finalement, aujourd'hui, on parle toujours dans la société israélienne, avec ces exécutions, par exemple, de ce débat entre séfarades et ashkénazes? C'est pas un peu caduque? Non, moi je pense que c'est pas caduque du tout. Je vais vous dire. En fait, je pense que c'est pas caduque dans le sens où c'est évoqué de toute façon par plein d'agents dans le discours politique israélien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, que de toute façon, ça joue un rôle important. Dans l'esprit de certaines personnes, dans le discours public, encore une fois, je parlais tout à l'heure de créer davantage de confiance. Je pense qu'aujourd'hui, la clé dans la politique israélienne, c'est créer davantage de confiance entre les différentes parties. Les Israéliens n'ont jamais été autant d'accord sur les grands sujets. Aujourd'hui, il y a très peu de grandes fractures idéologiques comme on a pu connaître à d'autres époques, Daniel. Aujourd'hui, la société israélienne est presque 100% d'accord sur qu'est-ce qu'il faut faire sur le conflit israélo-palestinien, qu'est-ce qu'il faut faire en économie, qu'est-ce qu'il faut faire sur l'enrôlement. La plupart des grands sujets qui nous ont beaucoup animés ces dernières années, en réalité, on est aujourd'hui beaucoup plus proche idéologiquement. Là où on est éloigné, c'est dans le ressenti, dans les fractures passées, dans les cicatrices qui ont marqué le discours, qui ressurgissent et qui font qu'il y a une absence de confiance. Pourquoi la majorité sioniste aujourd'hui à la Knesset n'est pas capable de se réunir autour de l'enrôlement des orthodoxes alors qu'il y a une majorité politique, encore une fois? C'est parce que la droite est très suspicieuse de la gauche et inversement, en disant on a chacun besoin des ultra-orthodoxes comme faiseurs de rois, comme soutien politique, plutôt qu'en fait de se réunir ensemble parce qu'on ne se fait pas confiance mutuellement. Mais les C'est à cause de ça, c'est à cause des tensions ethnico-culturelles, bien sûr. Mais les ultra-orthodoxes, justement, c'est pas le meilleur exemple, on va dire, de mise de côté de ce débat entre séfarades et ashkénazes, puisque, on va dire, dans le monde orthodoxe, il est toujours présent, ce débat. C'est peut-être la communauté dans laquelle, eh bien, il est plus présent que jamais. Bien sûr, on assiste à des discriminations évidentes qui sont présentes et on le sait et on le voit. Et même si ça concerne uniquement certaines communautés, ça concerne tous les Israéliens. Vous savez, c'est le moment de le dire parce qu'on nous a beaucoup reproché. Quoi, 2 Ashkénazes pour parler du débat séfarade ashkénaze. Alors, spoiler alert, avant mon mariage, je m'appelais Myriam Kalfon, d'accord, c'est important pour moi de le dire, et j'ai pris le nom de mon mari parce que je voulais avoir le nom de mes enfants comme la bonne maman que je suis, mais je leur ai porté avec fierté et avec dignité ce nom de Kalfon, et la famille de mon père qui est présente en Israël depuis 8 générations, d'accord, qui est arrivée au 19e siècle, qui s'est installée, qui est une famille de notables, de rabbins. Peu importe le statut social, d'accord, on peut subir des discriminations en Israël rien que du fait de son nom de famille. Oui. Ou éventuellement du teint un peu plus basané. On peut subir des discriminations, c'est-à-dire qu'il y a des stéréotypes qui sont encore et toujours attachés à un nom séfarade ou mizrahi. Et c'est important de le dire parce que même si ça n'a pas des conséquences directes aujourd'hui sur le statut social de vos enfants, sur la mobilité sociale éventuellement de certaines familles, qu'on peut très bien réussir aujourd'hui, peu importe le nom de famille qu'on a en Israël, il n'empêche que d'un point de vue émotionnel, on continue de percevoir ce climat d'humiliation ou que ces humiliations-là ont eu lieu pour la génération précédente.
Et on n'efface pas ça d'un coup de balai en disant ça y est, c'est terminé, c'est le passé. Bon. Non, c'est pas le passé, c'est encore le présent pour beaucoup d'Israéliens. Alors on le voit, vous avez envie de vous exprimer là-dessus. Alors on va vous laisser tout de même conserver une partie de votre opinion pour ce soir, pour ceux qui viendront participer à ce débat, avec donc Dror Even Sapir, qui lui aussi a une mère séfarade. Hein, tout le monde ne le sait pas, mais voilà. Et ce sera un débat animé par notre ami Michael Blum, donc dans les locaux de Qualité à 19h30 ce soir. On invite bien entendu tous nos auditeurs à venir et y participer. Merci beaucoup Myriam Schermer-Calfon d'avoir répondu à nos questions ce matin. Bonne journée et à ce soir donc dans les locaux de Qualité. À bientôt Myriam. Merci Daniel.